Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Coup d'envoi ce lundi du baccalauréat unique session 2026. Le Premier ministre a présidé le lancement des épreuves à Mafereya de la préfecture de Forêt-Caria en compagnie du ministre de l'Éducation nationale. Campagne nationale de reboisement 2026. La ville de la Baie abrite le démarrage de l'opération. Elle s'étendra sur toute l'étendue du territoire national pour restaurer la biodiversité. Et puis, accident de la circulation du côté de Mamon, bilan 15 morts, des femmes et des enfants. Les corps ont été rendus aux familles par les autorités pour inhumation. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Développement de la filière avicole. Elle s'inscrit désormais parmi les priorités du gouvernement. La stratégie nationale dédiée à ce secteur a été présentée ce lundi sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Amadou Riba. Objectif, renforcer la croissance économique, la sécurité alimentaire et la création d'emplois. Reportage Ousmane Bangoura. Faire de la filière avicole un levier de croissance économique et de création d'emplois et de renforcement de la sécurité alimentaire. C'est l'ambition portée par la stratégie nationale de développement de la filière avicole. Présentée ce lundi sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Amadou Riba, en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Kamara. Pendant 2 jours, les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs de la filière examinent les actions prioritaires devant permettre de renforcer durablement la production nationale et d'améliorer la compétitivité du secteur avicole. Pour le côté de l'aviculture et particulièrement des organisations professionnelles, de la CONASEC en passant par la FINA, nous sommes prêts. Et nous comptons également sur nos champions qui ont misé énormément d'argent sur cette activité pour la voir se développer. 5 000 milliards, certains diront c'est trop, d'autres diront c'est peu, mais vous êtes persuadés que vraiment, déjà en termes de mobilisation, ce que l'aviculture guinéenne arrive à faire, je suis sûr qu'on brasse un peu déjà de ce montant-là actuellement en République de Guinée. Depuis sa création en 2021, le Fondel est resté une institution juridiquement créée, mais opérationnellement inactive pour le secteur, entravée par des dysfonctionnements de gouvernance, une absence de stratégie claire et une dépendance totale aux subventions de fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, en parfaite cohérence avec le premier pilier du programme Simandou 2040, nous transformons cette faiblesse en opportunité historique. À travers un soutien technique et financier, les partenaires renouvellent leur engagement en faveur de la mise en œuvre de cette stratégie. Vistagui croit au potentiel de l'élevage guinéen. Vistagui croit au potentiel de la filière avicole. Avec une vision claire, une collaboration forte et des mécanismes innovants et adaptés, cette filière peut devenir un véritable moteur de croissance, d'emploi et de souveraineté alimentaire. Dans la dynamique du programme Simandou 2040, nous réaffirmons notre volonté de contribuer au financement de l'économie réelle, en particulier de l'élevage, afin que la transformation nationale bénéficie directement aux populations. Le Premier ministre Amadou Riba met en avant le rôle stratégique de l'aviculture dans la diversification de l'économie, la création d'emplois et le renforcement de la souveraineté alimentaire. La responsabilité du gouvernement, ce n'est pas rentrer dans une logique protectionnisme ou ouverture. C'est de notre responsabilité d'assurer la résilience de notre économie, de nos populations. Résilience veut dire quoi? On développe toutes les activités où nous sommes en mesure de satisfaire les besoins fondamentaux de nos populations. C'est une question de sécurité nationale. Il suffit qu'il y ait un blocage quelque part pour qu'après on ne soit même pas en capacité de nourrir nos populations.
Un gouvernement responsable ne peut pas ne pas aller dans une dynamique de renforcer la résilience de tous les comportements de son économie, surtout lorsqu'il faut nourrir sa population. Vous avez dit aussi une autre vérité. La Guinée est prête. Elle était déjà prête. Mais c'est l'administration qui traîne les pieds. Il faut le dire, Monsieur Dansoko, vous n'avez pas eu besoin de l'État pour être ce que vous êtes aujourd'hui en termes de production. Tant d'autres qui sont là. Cela veut dire que les Guinéens sont prêts. Et les mesures gouvernementales doivent aller dans le sens de développer ces initiatives, ces dynamiques, pour qu'elles se renforcent. Estimée à plus de 5 000 milliards de francs guinéens, cette stratégie sera financée par l'État, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé. Elle ambitionne d'atteindre l'autosuffisance en viande de volaille, tout en générant 260 000 emplois directs et plus de 300 000 emplois indirects. Cap sur l'énergie. Dans cette édition, l'électricité de Guinée vient de recevoir un renfort matériel important, plus de 70 engins neufs pour accélérer les interventions et moderniser le réseau. La cérémonie s'est tenue sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba, à la base logistique de l'EDG. Un reportage de Alpha Camara et Nabi Camara, rendu en studio par Aboubakar Junior Camara. L'électricité de Guinée bénéficie d'un renfort de taille. Plus de 70 engins flambant neufs viennent d'intégrer sa base logistique de Képé. Des grues lourdes, des camions, des ateliers dédiés au réseau basse et moyenne tension. C'est un geste de la société Angig. Objectif affiché, renforcer les capacités d'intervention et accélérer la modernisation du réseau électrique. Un seul engin, seul, ne résout rien. Ce qui compte, c'est la capacité opérationnelle qu'il crée. C'est pourquoi nous avons livré une solution complète. Financement, matériel, assurance et le point le plus important, la formation. Formation des chauffeurs, formation des techniciens. Sans équipement, on ne peut pas intervenir en sécurité, on ne peut pas intervenir dans l'efficience. C'est pourquoi il est important de renouveler le parc, d'avoir des outils de production, d'avoir des outils d'intervention rapide en sécurité, mais surtout qui coûte moins cher. Avec le projet que nous avons lancé avec Engic, nous divisons par 3 les coûts qui sont liés à l'allocation du matériel et des équipements. Ce matériel pour le ministre de l'Énergie s'inscrit pleinement dans la dynamique de fiabilisation du service et de sécurisation de l'alimentation. Aujourd'hui, le Guinéen n'est plus prêt à accepter même 30 minutes de coupure. Et le temps de réponse aujourd'hui pour EDG, c'est d'être équipé. Et ces équipements-là vont permettre à EDG d'améliorer le temps de réponse lors des pannes et permettre à vos équipes aussi une formation avec Engic qui va qualifier vraiment leur intervention sur notre réseau. La Guinée est résolue à faire en sorte que le secteur de l'énergie contribue grandement à l'atteinte du programme Simandou 2040. Les équipements d'aujourd'hui est un premier pas. Et je salue le montage, l'ingénierie financière qui a été mise en place pour que cela puisse être possible. Et j'en profite pour dire que dans notre logique de désendetter l'État, de ne pas compter sur le budget national de développement, qui est aussi un autre problème, ce n'est pas l'occasion d'en parler. Donc merci à Access Bank, merci à la Vistagui, merci aux ingénieurs financiers qui ont travaillé pour cela. D'ailleurs même, je devrais vous pousser à aller plus loin. EDG paye des factures à des coûts prohibitifs pour assurer sa capacité d'intervention. Une société de leasing, où l'EDG, à terme, deviendrait, disons, propriétaire, pourquoi ne pas aller pour les obliger à payer leurs factures? Avec ce renfort, EDG dit être mieux outillé pour faire face aux exigences légitimes des populations.
Dans l'actualité encore, le coup d'envoi de la session 2026 du baccalauréat unique a été donné ce matin. Un rendez-vous crucial pour l'avenir des candidats, placé sous le signe de l'excellence et de la rigueur. Pour marquer la solennité de l'événement, c'est le Premier ministre chef du gouvernement, accompagné du ministre en charge de l'Éducation nationale Alpha Bakar Barry, qui a procédé à l'ouverture de la première enveloppe. Un lancement officiel qui s'est déroulé cette année dans la sous-préfecture de Mafereya à Forekaria. Abdulaziz Baldi. C'est une ambiance de grand jour qui règne ce matin à Mafereya. En choisissant cette sous-préfecture de Forekaria pour lancer les premières épreuves, les autorités envoient un signal fort, celui d'un examen inclusif de la capitale jusqu'à l'intérieur du pays. Face aux candidats, le Premier ministre chef du gouvernement a tenu à rappeler la portée hautement stratégique de ce scrutin éducatif. Pour l'exécutif, le baccalauréat n'est pas un simple filtre, mais un levier essentiel pour valoriser le capital humain national. Le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec le haut commandement de la gendarmerie, est en train de créer un partenariat pour assurer une plus grande transparence et une traçabilité du circuit de distribution des épreuves. Et de ce point de vue, c'est un gage de sérieux et de responsabilité de la part du ministère. Nous voulons des hommes et des femmes sur le plan de l'éthique, respectueux des règles, respectueux de la transparence, respectueux de l'éthique de l'éducation. L'éducation, c'est la recherche du savoir, de la connaissance, de la vérité. Si tel est le cas, on souhaite à tous les enfants bonne chance et à tous les enfants de la République de Guinée qui passent aujourd'hui pour la première fois leur épreuve de bac. Pour ceux qui n'avaient pas réussi auparavant, de ceux qui recommencent, on leur souhaite bonne chance. À ses côtés, le ministre Alpha Bakar Barry a réitéré le credo de son département, la tolérance zéro, pas de place pour la fraude. Je précise que désormais, dans la vision du chef de l'État, dans la vision du gouvernement de la République, il n'y a pas d'échec. Quelqu'un peut ne pas être admis à un examen, mais il y a toujours une solution, toujours une orientation qui permet d'avoir ce que nous avons promis selon la Constitution au peuple de Guinée, une instruction et une compétence. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour organiser les examens réguliers, ensuite la session de rattrapage juste après. Dans les salles de classe, les visages trahissent la concentration. Pas de panique visible, le moral est au beau fixe. On s'est préparé pendant les 9 mois, on a suivi les cours pendant ces 9 mois. Et j'espère que nous allons aborder ce sujet parce que les enseignants nous ont appris du début jusqu'à la fin. Et je compte vraiment sur mon propre effort. Si aujourd'hui, je suis là aujourd'hui pour affronter les premières épreuves, j'espère que ces épreuves se passeront dans les meilleures conditions que possible. Parce que je me suis bien préparé, que ce soit à l'interne comme à l'externe, au niveau de l'école, au niveau à la maison. Donc tout s'est bien passé dans les meilleures conditions. Un baccalauréat pour tous, c'est le signe de l'inclusion et de l'égalité des chances. Sur le visage marquant de cette session 2026. Au centre Kipédu de la commune de Ratoma, les premières épreuves ont été lancées dans un calme absolu. Particularité de ce centre, il accueille des candidats malvoyants qui affrontent les sujets avec la même sérénité que leurs camarades. Ceux-là qui vont parvenir à décrocher ce fameux sésame, le baccalauréat, seront méritants. Nous donnons la chance à tous les élèves, indépendamment de leur statut physique, indépendamment de leur statut sensoriel. Nous avons ici des enfants non-voyants, nous avons des enfants donc en situation de handicap. La vision de l'État, c'est de ne laisser personne. J'ai commencé à préparer le bac dès la 11e année. Parce que j'avais mis en tête que, Inch'Allah, aussi Dieu le veut, je deviendrai lauréate. Je lance un message pour tous mes amis non-voyants et malvoyants de ne pas désespérer, de faire comme moi et de faire comme les autres parce que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas démissionné. Donc, malgré les difficultés de s'accrocher. Au total, ils sont 94 392 prétendants au précieux sésame sur toute l'étendue du territoire national. Parmi eux, une forte représentativité féminine avec 41 642 filles, mais aussi un contingent important de 32 248 candidats libres. Les cartes sont désormais entre les mains des candidats. Ils ont quelques jours pour transformer des années de labeur en passeport pour l'enseignement supérieur.
Et puis, une tentative de fraude au baccalauréat démasquée grâce à la vigilance des surveillants. Un étudiant en 3e année de chimie à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a été arrêté puis immédiatement mis à la disposition de la brigade de gendarmerie locale pour les besoins de l'enquête. On l'écoute au micro de notre reporter Abdul Aziz Baldé. Je réponds du Capitaine Chérif, étudiant à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je suis là au cadre pour composer à la place de mon cousin Abdoulaye Kader Traoré. Je suis rentré dans la cour, il m'a appelé, ma carte était déjà dans ma poche. Je ne sais pas comment elle a soupçonné. Il m'a dit de présenter ma carte. La carte était déjà là, il a pris la carte, il a regardé, il m'a demandé l'année de licence. Là, je n'ai pas pu répondre. Je regrette très fort. Je ne vais jamais le faire maintenant. Je suis vraiment désolé. C'est tout ce que je peux dire. À l'intérieur du pays, le baccalauréat unique session 2026 est également lancé dans les 7 régions administratives de Kindia jusqu'à Nzérékoré. Responsables nationaux des examens et autorités locales se sont mobilisés. Les premières enveloppes sont ouvertes dans les différents centres sous un dispositif sécuritaire et sanitaire solide. Le point avec Ibrahima Woulem Fofana. Ici, dans la ville des Agrumes, ce sont les autorités administratives et les inspecteurs régionaux de l'éducation qui ont procédé à la traditionnelle ouverture de la première enveloppe scellée. Et nous avons choisi le centre de Tafori pour cet exercice. Et le slogan, cette fois-ci, c'est tolérance zéro. Ça veut dire que tous les candidats doivent rester sereins et suivre les instructions des enseignants. Le président veut aller vers la politique de l'excellence. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner l'enseignement de masse. Qui parle de l'excellence parle d'une certaine rigueur, non seulement dans les enseignements et apprentissages, mais aussi dans les évaluations. Dans la région administrative de Boké, le lancement officiel est présidé par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Ici au cœur de Kakandé, à l'école primaire Boké Centre, les candidats sont appelés à la sérénité. À Fria également, au collège Tito, la première épreuve est lancée devant autorités préfectorales et éducatives. C'est le lieu pour moi de remercier le gouvernement guinéen pour cette organisation et encourager les candidats à ne pas se stresser. Ce n'est qu'une étape. Quand on a bien appris durant l'année scolaire, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas décrocher le bac. Selon le communiqué hier lu par notre ministre, toutes les dispositions sont prises pour ne pas il y a des forces majeures. Dans la région administrative de l'Abbé, les candidats de l'enseignement général et franco-arabe sont repartis dans 34 centres d'examen. Ces candidats ont reçu les conseils des autorités administratives et scolaires avant le lancement officiel de ce baccalauréat. J'ai demandé leur sérénité, qu'ils soient apaisés, leur dire que l'État est là pour eux, pour leur permettre de restituer ce qu'ils ont appris durant l'année. 2398 candidats, dont 1177 filles, 9 centres. L'Abbé a 5 centres, les autres préfectures 1 centre. À Mamou, ce baccalauréat a démarré dans le calme et la sérénité sur toute l'étendue de la région administrative. Pour cette année, ils sont au total 1594 candidats, dont 774 filles reparties dans 6 centres pour 60 salles de classe. Vous êtes en train de franchir une étape très très déterminante dans votre parcours scolaire. Et j'aimerais encore vous dire une fois de plus, ayez confiance en votre compétence, en votre connaissance. Évitez toute tentative de fraude. Et à Mamou, nous démarrons ce matin les épreuves de baccalauréat dans un climat de sérénité. Les élèves ont été sensibilisés et ils ont compris l'enjeu que nous voulons pour eux, c'est l'excellence. Dans la région administrative de Farana, toutes les mesures idoines sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Très tôt ce matin, au cœur de Sankaran, ici au centre d'Andaya, les règlements généraux et codes de conduite sont rappelés aux candidats avant l'ouverture des enveloppes. Même réalité à Dinguiraye et à Dabola, où les mêmes consignes sont respectées. Tout le dispositif prévu se retrouve ici. Ils ont consenti plusieurs années de sacrifice et d'apprentissage. C'est le moment pour eux de se mettre en valeur
et de se concentrer en salle pour éviter les fraudes. Donc franchement, nous sommes fin prêts. Nous avons cette année 3009 candidats pour toute la région et 1042 filles pour 11 centres du baccalauréat. Dans la savane guinéenne, les futurs étudiants ont débuté les premières épreuves du baccalauréat unique ce lundi. À Kankan, le délégué régional en compagnie des autorités locales ont donné le coup d'envoi à l'école Koznag de Karifa Mouria. C'est toujours la même chose, tolérance zéro, et l'invite est faite aux candidats de travailler dans la sérénité en vue de garantir l'équité et aussi la crédibilité de nos examens. La nouveauté, c'est que chaque délégué est muni d'un détecteur métallique. Donc, ils ont la latitude de passer de salle en salle, table par table, pour essayer de détecter tous les métaux. À Sigiré également, les épreuves sont lancées dans le calme et la sérénité. À Mandembere, El Haj Alpha Saliou Kourouma, chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, lance les épreuves. C'est le lieu et le moment de remercier non seulement le ministre de l'Excellence, M. Alpha Bakar Barry, qui a passé tout son temps, qui a déployé un armada sérieux pour que les examens se passent dans de très bonnes conditions. Nous venons de lancer tout à l'heure là, on a compris que les élèves qui sont venus, ils sont très disponibles et ils sont prêts à affronter le baccalauréat. Nous sommes vraiment contents, nos impressions sont très bonnes ce matin parce que comme vous venez de le constater, l'atmosphère est calme, sereine, il n'y a pas eu de débordement. Dans l'enceinte du lycée-collège général Lansana Conté de la commune urbaine de Nzérékoré, l'ultime rappel des règlements généraux des examens nationaux est fait à l'occasion de la traditionnelle montée des couleurs. Nous avons tiré les leçons des deux premiers examens, l'entrée en septième année et le brevet. Et après avoir tiré les leçons, nous avons des dispositions prises pour éradiquer la fraude. Nous avons commencé d'abord par rassurer nos candidats, leur dire d'avoir confiance en eux et de travailler avec sérénité et détermination. Le baccalauréat unique session 2026 a démarré ce lundi par les épreuves d'histoire pour les candidats de sciences sociales et l'épreuve d'anglais pour ceux des sciences expérimentales et mathématiques. Le rendez-vous dure 4 jours plus un jour de repos, une dernière étape à franchir pour l'université. Pour être plus complet sur ce dossier, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle informe l'opinion publique nationale, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, ainsi que l'ensemble des acteurs du système éducatif qu'à compter de la session 2026 du baccalauréat unique, une session de rattrapage sera organisée pour la première fois dans l'histoire de la République de Guinée. Cette importante innovation, instituée par arrêté ministériel, s'inscrit dans la dynamique de modernisation du système national d'évaluation et de promotion de l'équité dans l'accès à l'enseignement supérieur et à la qualification professionnelle. La session de rattrapage offrira une seconde chance aux candidats ayant obtenu à la session ordinaire une moyenne générale comprise entre 8,50 sur 20 et 9,99 sur 20, leur permettant ainsi de démontrer leur acquis et de compléter leur parcours vers l'obtention du diplôme du baccalauréat. Conformément aux dispositions réglementaires adoptées, la session de rattrapage se déroulera dans un délai maximal de 21 jours après la proclamation des résultats de la session ordinaire. Les candidats éligibles seront automatiquement identifiés par la Direction générale des examens et contrôle scolaire, concours et passerelles DGECS-CP. Les épreuves porteront sur un examen de 2 disciplines non validées lors de la session ordinaire avec une priorité accordée aux disciplines de spécialité.
les sujets de modalités de surveillance, les modalités de surveillance, de correction et de délibération respecteront les mêmes standards académiques que ceux de la session ordinaire. Les notes obtenues au rattrapage remplaceront celles de la session ordinaire lorsqu'elles sont supérieures. À l'issue des délibérations, tout candidat obtenant une moyenne générale définitive d'au moins 10 sur 20 sera déclaré admis au baccalauréat unique. Le diplôme délivré aux candidats admis par cette voie aura la même valeur académique et juridique que celui obtenu à la session ordinaire. Pour la session 2026, les candidats admis à l'issue du rattrapage bénéficieront d'une orientation prioritaire vers les filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle conformément aux procédures nationales d'orientation. Cette réforme traduit la volonté du gouvernement de renforcer l'efficacité du système éducatif, de réduire les situations d'échec scolaire liées à de faibles écarts de performance et d'offrir davantage d'opportunités de réussite aux apprenants tout en maintenant les exigences de qualité et de mérite qui fondent l'examen du baccalauréat. Le ministère invite l'ensemble des acteurs concernés à accompagner la mise en œuvre de cette mesure historique qui marque une étape importante dans l'évolution de l'éducation guinéenne. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle renouvelle son engagement en faveur d'une école plus performante, plus inclusive et davantage orientée vers la réussite de tous les apprenants. Ce matin, le ministère des Affaires étrangères a reçu des investisseurs indiens introduits par l'ambassadeur de Guinée en Inde. Ces hommes d'affaires ciblent plusieurs domaines dont les cosmétiques. Ils veulent également aider les coopératives dans la transformation de leurs produits. Le point avec Safiatou Kondé. Cette rencontre marque une étape importante dans le raffermissement du partenariat économique entre l'Inde et la Guinée. Chacun des hommes d'affaires ici présents évolue dans un domaine bien précis et souhaite mettre son expertise à la disposition de la Guinée. Les bénéficiaires visés sont les coopératives. La démarche vise à les conseiller et orienter vers la transformation. La société Manorama est une très grande entreprise qui évolue dans la collecte et la transformation, la semi-transformation du beurre de qualité en de sous-produits dans le cadre, n'est-ce pas, des cosmétiques, du chocolat et autres dérivés. Leur présence ici, c'est de venir aider les coopératives à mieux exploiter, n'est-ce pas, ce volet de coopération avec la Guinée. Dr Maurice Andakouyaté salue la démarche et encourage le défi de la transformation sur place des richesses locales, conformément à la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya. Le but de notre visite est d'abord de venir nous présenter et saluer Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Ici, c'est notre porte d'entrée, parce que c'est l'ambassade de la République de Guinée qui a pris contact avec nous et qui a même visité nos installations. Nous venons voir Monsieur le ministre, lui présenter tout ce que nous pouvons faire pour la Guinée et écouter ses conseils, ses consignes, mais aussi ses recommandations. Nous savons que la Guinée est sur un bon départ. La Guinée est en train de connaître une véritable transformation et nous entendons cela même à distance. La Guinée est en train de bouger avec le programme Simandou. Nous en avons entendu parler et d'ailleurs, nous avons posé beaucoup de questions à Monsieur le ministre par rapport à Simandou. Il nous a donné toutes les informations utiles dont nous avons besoin. L'autre volet de la rencontre a porté sur Simandou 2040. Séduits par le programme et ses déclinaisons, ces hommes d'affaires indiens ont exprimé leur volonté d'y prendre une part active en le présentant à leurs autorités administratives.
Lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. La riposte prend une nouvelle dimension en Afrique de l'Ouest suite à plusieurs jours d'opérations conjointes de surveillance en haute mer. Les services de police des pêches des pays membres de la Commission sous-régionale des pêches se sont retrouvés pour évaluer les résultats de cette mission d'envergure. Reportage Al-Gassi Mouba. Faire front commun contre les prédateurs des mers, c'est tout le sens de cette réunion de débriefing consacrée à l'opération conjointe de surveillance menée par les polices des pêches de la Commission sous-régionale des pêches. Durant plusieurs jours, les équipes déployées en mer ont mutualisé leurs moyens, partagé leurs renseignements et coordonné leurs interventions pour traquer les navires impliqués dans la pêche illicite non déclarée et non réglementée. En Afrique de l'Ouest, la surexploitation des ressources halieutiques et la pêche continuent de menacer gravement la durabilité des écosystèmes marins et la sécurité alimentaire des populations côtières. La pression exercée par des flottes artisanales et industrielles, combinée à l'absence de coordination régionale efficace dans le passé, a favorisé une diminution critique de nombreux stocks et une perte de revenus pour les États. La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, pêche INN, n'est plus un défi que nos États peuvent relever individuellement. Ce phénomène est transnational. Notre réponse doit donc être collective, coordonnée et résolument communautaire. En renforçant la coopération et la surveillance partagée, la sous-région affirme sa volonté de protéger durablement son patrimoine halieutique et de faire de l'économie bleue un véritable levier de souveraineté et de développement. Les enseignements tirés de l'opération Sceaux-Salé montrent la nécessité d'une prise de conscience globale d'entreprendre des changements profonds pour venir à bout de ce fléau. Les résultats témoignent de progrès encourageants et de succès significatifs. L'opération Agir-In a été le laboratoire d'une intégration ouest-africaine réussie. En orchestrant des patrouilles maritimes croisées sur les zones économiques de la Guinée, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone, nous avons envoyé un signal fort. À travers cette mobilisation collective, les États membres de la Commission sous-régionale des pêches envoient un message clair. Les eaux ouest-africaines ne seront plus un refuge pour les acteurs de la pêche illégale. Une détermination qui traduit la montée en puissance d'une gouvernance maritime concertée fondée sur la solidarité régionale, la préservation des ressources et la défense des intérêts stratégiques des populations vivant de la pêche. Environnement avec le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2026. Plus qu'une simple tradition, c'est un véritable défi écologique qui s'ouvre pour préserver la biodiversité guinéenne, notamment les massifs du Fouta Djallon. Les détails dans ce reportage signé Mamadou Alpha Baldé. Le centre universitaire de l'Abbé, point de départ de la campagne de reboisement 2026. C'est une jeunesse estudiantine engagée qui accueille le coup d'envoi de cette campagne nationale aux côtés des membres du gouvernement, cadres du ministère de l'Environnement et partenaires internationaux. Ils se mobilisent pour écouter, comprendre et appréhender les enjeux environnementaux de l'heure. Transformer leur espace d'apprentissage en un poumon vert devient une évidence. Des dizaines de plans sont mis en terre dans l'enceinte de l'université. Cette campagne n'est pas une simple opération annuelle de plantation. Elle traduit une ambition politique. L'ambition du gouvernement, sous le leadership du président de la République, Mamadi Doumbouya, est de faire de la protection de notre capital naturel un socle du développement de notre pays. Cette vision du chef de l'État est consacrée dans son programme de société Simandou 2040. Thématique retenue cette année, un Guinéen, un arbre, une mobilisation nationale pour restaurer notre patrimoine forestier et bâtir la Guinée verte de demain nous rappelle que la protection de l'environnement n'est plus une option, mais une responsabilité collective. Le succès de cette campagne ne se mesurera pas seulement au nombre d'arbres plantés aujourd'hui, mais à leur taux de survie. À l'Abbé, enseignants, apprenants et responsables locaux affichent leur engagement
à protéger les plants. Notre responsabilité ne s'arrête pas à la mise en terre des plants. Le véritable défi est d'assurer leur entretien, leur protection et leur suivi afin qu'ils deviennent demain des forêts utiles à notre développement. Aujourd'hui, c'est respirer demain. Mobilisons-nous pour une Guinée verte et durable et particulièrement pertinente. Pas de répit pour la délégation. Le cap est immédiatement mis sur la sous-préfecture de Tunturung. C'est ici, à Horedima, à la tête de source du fleuve Gambie, que se joue le véritable défi écologique du jour. Menacée par l'activité humaine et le changement climatique, la tête de source du fleuve, vitale pour la sous-région, bénéficie d'une restauration globale. Après la baie, les équipes du ministère s'apprêtent à rejoindre d'autres régions du pays pour poursuivre cette opération de reboisement. Le centre... La fourniture continue en produits de santé parmi les priorités du gouvernement. Les principaux acteurs de la chaîne nationale d'approvisionnement étaient récemment réunis à Conakry. Objectif: assurer la fourniture continue en médicaments de qualité et renforcer la souveraineté pharmaceutique de la Guinée. Reportage à Diatou Bari. Du financement à la distribution des médicaments en passant par la planification des achats, tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement ont été passés en revue. Pendant 3 jours, les participants ont analysé les forces et les faiblesses du système. Le diagnostic partagé met en évidence plusieurs défis. Nous sommes dans un contexte mondial de raréfaction des ressources où il est important pour nous aujourd'hui de mutualiser et d'intégrer nos interventions et nos actions sur l'ensemble du territoire national. Nous avons demandé de réunir tous les acteurs qui interviennent afin de se retrouver autour d'une même table, de convenir d'une seule feuille de route désormais qui va constituer un plan de contingence déjà dans le cadre de la gestion de tout ce qui est intervention et intervenant sur la chaîne d'approvisionnement. Pour une première fois, nous avons réuni l'ensemble des acteurs de chaîne d'appro autour d'une même table avec les mêmes exigences. Regarder honnêtement la réalité en face, y compris là où nos propres interventions se chevauchent ou se doublent. C'est aussi la preuve que l'aliment n'est pas qu'un mot, c'est une posture et nous l'avons adopté ensemble. Pour y remédier, les participants ont élaboré un plan d'action conjoint. Ce document fixe les priorités à mettre en œuvre pour renforcer la performance de la chaîne d'approvisionnement, améliorer la disponibilité des produits de santé et soutenir la politique de souveraineté pharmaceutique portée par les autorités. La conviction qui ressort de vos travaux est claire. Il ne peut y avoir de couverture santé universelle crédible sans disponibilité continue, équitable et sécurisée des médicaments essentiels et des produits de santé. Une structure sanitaire sans médicaments, un bloc opératoire sans consommables, un centre de santé sans produits essentiels ne peuvent répondre aux attentes du patient guinéen. Autre recommandation forte, la mise en place d'un comité national de pilotage. Cette instance aura pour mission de suivre l'application des recommandations, de renforcer la coordination entre les institutions et d'évaluer les progrès accomplis. Le gouvernement lance aussi une vaste campagne nationale gratuite d'administration de la vitamine A couplée au dépistage de la malnutrition aiguë chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. Cette initiative de santé publique vise à renforcer la survie de l'enfant, prévenir les carences nutritionnelles et détecter précocement les cas de malnutrition afin d'assurer une prise en charge. Reportage Abraham Christophe Conté. Au centre de santé de Yataya, les équipes médicales se mobilisent pour atteindre le maximum d'enfants. Ici, les enfants reçoivent gratuitement une dose de vitamine A. Ces opérations de vaccination devraient contribuer au renforcement de leur système immunitaire afin de prévenir certaines maladies chez ces tout-petits. Parallèlement, ces agents de santé procèdent au dépistage de la malnutrition aiguë grâce à une mesure de périmètre branchial et à l'évaluation de l'état nutritionnel des enfants. C'est une activité intégrée et l'intégration des services est une stratégie qui est adoptée par le ministère de la Santé pour faire en sorte que
chaque enfant qui vient pour un problème donné au service de santé puisse partir avec d'autres problèmes qui sont résolus en même temps. Cette campagne porte un message simple mais essentiel. Aucun enfant ne devrait être privé des services qui lui permettent de grandir en bonne santé, de se développer pleinement et d'exercer ses droits. Cette campagne est organisée par le ministère de la Santé en commun accord avec la Direction nationale de la santé familiale. Elle constitue un moyen important dans la lutte contre la mortalité infantile et la malnutrition. L'État civil marche obligatoirement avec les structures de santé. C'est pourquoi cette interopérabilité a intervenu pour que les déclarations des enfants qui sont nés soient automatiquement signalés, systématiquement retournés directement à l'État civil. Pendant ces 4 jours d'action intensive, nos équipes vont accomplir un exploit logistique et humain. Plus de 4 300 000 enfants recevront gratuitement une dose salvatrice de vitamine A et seront déparasités. Cette campagne de vaccination est financée par UNICEF, Hélène Keller et Charles Fond International. Elle s'étend sur plusieurs jours à travers tout le pays. À Bouquet, il existe désormais des centres d'hébergement des personnes victimes de toute forme de violence basée sur le genre, des infrastructures sanitaires entièrement réalisées par l'Agence française de développement et mises en œuvre par Expertise France. Tout récemment, la ministre de la Santé, en compagnie de son homologue de la femme et de la famille, a procédé à l'inauguration de ces maisons d'hébergement. Reportage Younousa Tawel Kamara. C'est dans le quartier Kakui, en haute banlieue de la commune urbaine de Bouquet, que se trouvent ces deux infrastructures sanitaires. Il s'agit de la clinique de l'AGBF et le centre d'hébergement d'urgence des survivants des violences basées sur le genre. C'est dans le cadre du projet Droit à la santé sexuelle et reproductive. Venue pour la circonstance, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, accompagnée de son homologue de la femme, de la famille et de solidarité, a procédé à l'inauguration et à la remise officielle des clés de ces deux édifices publics. Ces infrastructures incarnent des espaces sûrs où les femmes et les hommes, les adolescentes, les adolescents et les jeunes peuvent s'informer, s'exprimer librement, recevoir des soins de qualité, bénéficier de conseils éclairés et être orientés sur les questions de santé sexuelle et reproductive, de prévention des infections sexuellement transmissibles et de lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons répondre à certaines problématiques concernant la santé sexuelle et reproductive et aussi en matière de santé publique. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là et surtout nous espérons que ces infrastructures seront entretenues, seront utilisées à bon escient et surtout que ces infrastructures seront bénéfiques à la population. Ensuite, la ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique s'est rendue successivement dans les sous-préfectures de Kamfarandé et de Bintimodia. Deux autres localités bénéficiaires de ce projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive. À travers la prestation des troupes artistiques de Kakandé Profond, la population exprime leur reconnaissance aux bienfaits du président de la République, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous égarons plus que des infrastructures, comme l'a dit monsieur le gouverneur. Nous matérialisons une promesse faite aux femmes, aux filles et aux jeunes de Bouquet. Et nous ouvrons une nouvelle étape. Une promesse simple, mais essentielle, celle de permettre à chaque femme, à chaque adolescente, à chaque jeune, d'accéder à des services de qualité, à une information fiable, à une écoute bienveillante, à une protection lorsqu'elle est nécessaire et à des soins lorsqu'ils sont indispensables. Chère population, ce territoire est immense, mais un bâtiment sans l'homme ne sert à rien. Aux personnels de santé, vous êtes les gardiens de temple. Que chaque patient qui franchit cette porte se sentent accueillis, respectés, bien soignés, soyez ponctuels. Les prochains jours, les autorités régionales et les partenaires de ce projet d'envergure vont poursuivre cette série d'inaugurations des infrastructures sanitaires à Wendombourg et à Termesse, respectivement dans les préfectures de Gawal et de Koundara.
Et puis, ce communiqué officiel, le ministère des Transports informe l'opinion nationale de la survenue d'un grave accident de la circulation ce lundi 29 juin 2026 aux environs d'1h du matin sur la route nationale numéro 1, R11, dans la localité de Yarabaka, au PK9 sur l'axe Kindia-Mamou. Cet accident a impliqué un camion de marque Renault Magnum et un véhicule de marque Peugeot 505. Le bilan provisoire fait état de 15 personnes décédées, d'un blessé grave et d'importants dégâts matériels. Le ministère des Transports adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées et exprime sa profonde compassion au peuple de Guinée. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident et d'établir les responsabilités conformément aux dispositions légales en vigueur. Le ministère rappelle à tous les conducteurs et transporteurs que la sécurité routière repose avant tout sur le respect des règles de la circulation conformément aux articles 21, 22 de la loi L 2018-023 AN du 20 juin 2018 portant code de la route de la République de Guinée. Le dépassement de la vitesse autorisée, la surcharge des véhicules, le surnombre des passagers et le transport mixte constituent des infractions graves mettant en danger la vie des usagers et exposant leur auteur aux sanctions prévues par la loi. Le ministère appelle l'ensemble des usagers de la route à plus de prudence, de responsabilité et de respect du code de la route. Chaque comportement responsable peut contribuer à sauver des vies. Le ministère des Transports. Justement, 15 morts, des femmes et des enfants, mais aussi des dégâts matériels importants. C'est le triste bilan de l'accident survenu à Yarabaka, dans la préfecture de Mamou. La cause de l'accident serait due à un excès de vitesse. Les autorités de Mamou étaient ce lundi sur les lieux pour l'identification et la restitution des corps à leurs familles. Les précisions avec Mamadou Patebalde, correspondant régional. Dans la nuit de dimanche à lundi, un grand accident de circulation s'est produit dans la localité de Yarabaka, située à 7 km de Mamou Centre. Selon les premières informations, c'est une remorque en provenance de Mamou pour Conakry qui est rentrée en collision avec une voiture de type Peugeot en partance pour l'Abi, précisément dans la sous-préfecture de Sanou. Le bilan provisoire fait état de 15 morts, parmi lesquels figurent des femmes et des enfants. C'est à 2h09 qu'on m'a appelé à partir de Kindia. Mon grand frère m'a appelé à partir de Kindia. Après, il m'a informé. Donc de là-bas, je me suis dirigé directement au lieu de l'accident. Je suis trouvé là-bas 9 corps sur place. Et il avait transporté 6 personnes à la mort, dont un blessé. Lui, il est à l'urgence là-bas. C'était tous 15. Permettez-moi de présenter mes condoléances à la famille, aux autorités régionales préfectorales, aux familles des victimes qui sont de l'Abbé, précisément de la sous-préfecture de Sanou. L'accident a eu lieu tard la nuit et nous avons reçu 15 corps ici et un survivant. Le survivant est pris en charge à l'hôpital ici. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de cet accident qui vient une fois de plus rappeler l'urgence de renforcer les mesures de sécurité routière sur cet axe parmi les plus fréquentés du pays. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation où il y a 15 morts, en majorité des enfants. C'est vraiment triste. De toutes les façons, je prends l'engagement ferme que l'enquête va continuer et la personne qui est responsable de cet accident sera interpellée et jugée à Mamoussy. À l'annonce de cette tragédie, les autorités locales ainsi que les parents, amis et proches des victimes se sont rendus à la morgue de l'hôpital régional de Mamou afin de s'enquérir de la situation. Tout ce que je peux dire maintenant, les syndicats au niveau des différentes gares routières de veiller à l'embarquement et au débarquement
des passagers, des usagers de la route, parce qu'en fait, on ne peut pas continuer à embarquer, à mettre les personnes comme des sardines ou bien comme des bétails dans un taxi, parce que ce sont des accidents évitables. Mais quand les accidents évitables nous coûtent au moins de 15 personnes comme ça, inutilement, moi je pense que nous devons être vraiment interpellés à comprendre ce qui se passe d'un point de vue de sécurité. Et l'ensemble du gouvernement, nous présentons nos condoléances les plus sincères, les plus émues aux familles des 15 victimes de cette tragédie. Notre présence ici témoigne également de la solidarité de l'ensemble du peuple guinéen auprès des familles éplorées. Je veux réitérer que les familles éplorées ne sont pas seules. Le président de la République, le gouvernement, partagent leur douleur. Ce nouveau drame sur la nationale Mamou Conakry relance une fois de plus le débat sur le respect du code de la route, l'état des véhicules, la prudence des usagers et l'efficacité des dispositifs de prévention mis en œuvre pour réduire le nombre d'accidents. Santé, après plusieurs jours d'échanges scientifiques et de formation, le deuxième congrès de l'anesthésie, réanimation et médecine d'urgence a refermé ses portes à Conakry. Cette rencontre a réuni des spécialistes venus de la Guinée, de plusieurs pays africains et partenaires autour des défis liés à la prise en charge des urgences et des patients en état critique. Reportage Tierno Marofba. C'est un congrès qui a tenu toutes ses promesses. Après 3 jours de travaux intensifs, marqués par des communications autour de 2 grands thèmes, à savoir la prise en charge du traumatisme sévère, ainsi que la sécurité de la mère et de l'enfant au bloc opératoire, les assises se sont achevées. Durant ces 72 heures, les spécialistes venus de plusieurs pays ont partagé leur expérience et leurs bonnes pratiques dans la prise en charge des patients. Intense, donc avec un pré-congrès très riche sur le monitorage qui assure la sécurité en anesthésie-réanimation, notamment le monitorage de la capnographie. Mais nous avons également assisté à 2 jours de congrès très enrichissants avec des discussions extrêmement enrichissantes, des échanges d'expériences avec nos collègues guinéens. Ce congrès nous a permis de visiter toutes les variantes contextuellement, je vais dire, parce que le contexte guinéen est un contexte assez particulier, et de comprendre que nous pouvons faire quelque chose, que ce soit pour la sécurité de la mère et de l'enfant, que pour les traumatisés sévères. À l'occasion de ce rendez-vous scientifique consacré à l'anesthésie, réanimation et de la médecine d'urgence à Conakry, Mercy Chip a procédé au renforcement des plateaux techniques de 5 grands hôpitaux du pays. L'organisation a offert à chaque structure des capnographes et des oxymètres, des équipements essentiels pour améliorer la sécurité des patients au bloc opératoire. C'était une demande du groupe de l'association des anesthésistes en Guinée qui ont demandé des équipements. Donc, vu la demande et vu que c'était important, c'est pourquoi Mercy Chip aussi a accepté le don des équipements qui est effectué aujourd'hui. Initiatrice de ce rendez-vous régional, la Société guinéenne d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence entend mettre en œuvre les résolutions issues de ce congrès afin d'améliorer durablement la pratique d'anesthésie, réanimation et de la médecine d'urgence en Guinée. À l'heure où le numérique et l'intelligence artificielle redessinent les méthodes d'enseignement à travers le monde, le renforcement des compétences des enseignants devient un impératif. En Guinée, plusieurs enseignants-chercheurs issus des universités publiques et privées viennent de boucler 5 jours de formation intensive à l'ISFAD, une initiative destinée à accélérer la transformation numérique de l'enseignement supérieur et à mieux préparer les formateurs aux défis pédagogiques de demain. Alpha Issia Gaba, Noumousso Diakité. Après 5 jours d'apprentissage, de démonstrations pratiques et d'échanges d'expériences, les participants reçoivent leur attestation de formation. Cette session, organisée par l'ISFAD, était consacrée à l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques et les activités de recherche. La première session, on a eu à mobiliser des ressources pour faire un plan de cours.
avec des objectifs pédagogiques et des activités pédagogiques alignées aux objectifs, mais aussi une évaluation qui, elle aussi, était alignée aux objectifs pédagogiques. Pour moi, utiliser l'IA, c'est d'aller dans les autres sens que tu n'as pas construit toi-même. Mais c'est ici, j'ai su que c'est autorisé d'utiliser l'IA, mais d'une utilisation rationnelle et contrôler qu'est-ce que tu dois prendre dans l'IA et qu'est-ce que tu ne dois pas prendre dans l'IA. Durant les travaux, les enseignants-chercheurs venus des différentes universités publiques et privées du pays ont été initiés à plusieurs outils numériques innovants. L'objectif est de leur permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement, de faciliter la production scientifique et d'adapter les méthodes d'apprentissage aux exigences de l'enseignement supérieur moderne. Nous allons voir parmi les participants des meilleurs participants, les 2 meilleurs seront sélectionnés. Ils vont faire une immersion dans une université partenaire française pour perfectionner davantage et nous allons continuer le projet. À travers cette initiative, l'ISFAD entend contribuer à l'émergence d'un enseignement supérieur davantage connecté aux évolutions technologiques où le numérique et l'intelligence artificielle deviennent de véritables outils au service de la qualité de la formation et de la recherche. Lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue en Guinée. Les acteurs engagés dans la prévention se mobilisent. L'Institut itinérant de formation contre la drogue et autres conduites addictives échange avec d'autres partenaires pour une meilleure coordination des actions sur le terrain. Reportage Sona Sagnou. C'est sur le thème politique industriel au service de l'ouverture des marchés, de la croissance et de la prospérité que s'est tenue cette rencontre de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE à Paris. Ici, au siège de l'institution, les ministres et autres hauts responsables des pays membres de l'organisation se sont retrouvés pour discuter des risques de distorsion du marché, de la concurrence, des chaînes d'approvisionnement, des minéraux critiques. La Guinée, pays à fort potentiel minier, a présenté le programme Simandou 2040. La Guinée, sous le leadership de son excellent le président Mamadou Doumbouya, a émis le souhait de joindre le centre de développement de l'OCDE. Et les instructions de M. le Premier ministre ont été données au ministère du Plan de faire cette requête. Ce centre de développement sera un élément essentiel pour la Guinée dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Donc nos interlocuteurs ont apprécié ce que nous avons porté, la transformation qui est en cours, que ce soit la transformation économique, sociale et politique qui s'est faite dans ces 4 dernières années. Lors de ce sommet, il était aussi question pour ces ministres d'examiner l'impact des mesures politiques industrielles sur la croissance économique, la productivité et l'innovation. Là-dessus, la participation de la Guinée a été remarquable et saluée par de nombreux participants. Et nous espérons que votre demande d'adhésion au centre de développement de l'OCDE sera exiteuse et que bientôt, une fois que le Conseil de l'OCDE aura examiné cette question, nous pourrons vous communiquer, notre secrétaire général pourra vous communiquer les résultats de cette conversation. Et nous espérons pouvoir démarrer au plus vite une coopération forte avec votre gouvernement, notamment pour donner suite aux priorités que vous avez présentées autour du plan Simandou. L'Organisation de coopération et de développement économique OCDE se fixe comme mission principale de permettre au gouvernement de comparer leur expérience, de débattre des problèmes économiques et sociaux et de chercher des solutions communes. Comme vous venez de le constater, c'était plutôt la réunion du Conseil de l'Organisation des coopérations et de développement économique OCDE 2026 qui a pris fin à Paris. La Guinée a été représentée par une forte délégation conduite par le ministre du Plan et de la coopération internationale, Ismaël Nabé, et sa suite ont au cours de ce sommet exposé sur la vision Simandou 2040. Un reportage signé Mohamed Souma, Sekou Souma. Lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue en Guinée. Les acteurs engagés dans la prévention se mobilisent. L'Institut itinérant de formation contre la drogue et autres conduites addictives échange avec d'autres partenaires pour une meilleure coordination des actions sur le terrain. Reportage Sona Sagnou. À l'heure où
le numérique devient un outil incontournable de développement, une nouvelle initiative voit le jour en Guinée. Oasis Connect Guinée. C'est hyper simple, une plateforme de mise en concurrence. C'est que vous cherchez des ouvriers, un entrepreneur ou des professionnels, disons, et que vous faites une demande en quelques clics sur oasisconnect.com et vous recevez jusqu'à 3 devis de professionnels. C'est simple, efficace. Et surtout, c'est gratuit pour le client. Ça prend que 1 à 2 minutes pour la demande de soumission. On est actuellement dans tout ce qui est bâtiment et rénovation. On a 24 services, vous pouvez voir sur Oasis Connect. C'est un projet qui entre en droite ligne de la vision de Monsieur le Président de la République parce qu'il est inscrit de façon très précise dans le pilier 3 de cette vision de ce programme Simandou 2040 qui est consacré à la technologie, aux infrastructures et au transport. De bout en bout, le ministère est impliqué et très heureux aussi donc du coup d'accompagner ce projet. Avec une vision tournée vers l'innovation et la proximité, Oasis Connect Guinée vient proposer des solutions de connectivité adaptées aux réalités des utilisateurs guinéens. Son ambition, faciliter les échanges, accompagner les entreprises et offrir de nouvelles opportunités grâce aux technologies modernes. La plateforme nous permet aujourd'hui, nous entrepreneurs, d'avoir du travail parce qu'en fait, à partir de la plateforme, on reçoit beaucoup de projets qu'on sélectionne en fonction de nos objectifs et en fonction du périmètre de notre zone d'action et on soumissionne. Donc aujourd'hui, Oasis Connect nous facilite le travail. Au lieu de partir prospecter 2, 3, 4, 5 clients, Oasis Connect le fait tous les jours pour nous. Et ça, c'est un ouf de soulagement. Le lancement officiel de cette structure marque une volonté forte de participer à la transformation numérique du pays en mettant la qualité de service et l'accessibilité au centre de ses priorités. Lutte contre la corruption, l'agence nationale chargée de combattre ce fléau en Guinée tente d'améliorer la compétence de ses agents. Ils suivent actuellement une formation sur des techniques leur permettant de détecter d'éventuels cas de financement du terrorisme. Reportage Bakary Bambakonde. La bonne gouvernance est un pilier fondamental du développement et de la stabilité d'une nation. Dans cette optique, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance lance une session de formation intensive de 5 jours dédiée à 2 thématiques principales, la lutte contre la corruption et la prévention du financement du terrorisme. Cette initiative, soutenue financièrement par l'Agence française de développement à travers son projet Force, vise à renforcer les capacités opérationnelles des cadres face aux nouvelles menaces financières qui pourraient peser sur l'intégrité du pays. Il faudrait qu'on soit outillé pour lutter efficacement contre la corruption, mais également être très outillé pour lutter contre le financement du terrorisme en connaissant les tenants et les aboutissants liés à ce financement. Pendant cette semaine, les participants vont bénéficier d'un programme articulé autour de modules techniques et stratégiques. Le financement du terrorisme est naturellement financé par le produit de la corruption. Donc c'est pourquoi le président de la République a pris option de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, un des pans les plus importants de sa gouvernance. Il nous a donné donc mandat d'initier toutes les actions et de toutes les réflexions pour arriver à l'accompagner dans cette lutte-là. Et nous ne pouvons y arriver qu'en organisant ce genre de formation et de perfectionnement du personnel qui a la charge de l'accompagner dignement dans l'accomplissement de cette noble mission. Selon le projet Force de l'AFD, cette formation démontre l'importance du partenariat international dans les réformes structurelles nécessaires au développement durable et à la sécurité nationale. L'AFD et Expertise France accompagnent la Guinée parce que la Guinée a demandé une expertise. Donc à l'origine, c'est une demande qui a été faite par l'ANLC PBG. Et en soutien avec nos collaborateurs, nous, notre expertise, charge aussi à l'ensemble des collègues de se l'approprier, bien sûr de l'adapter à la réalité guinéenne. Chaque pays a sa réalité. La présente initiative ouvre une nouvelle ère pour l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Celle d'un investissement stratégique pour garantir une gestion publique transparente et sécurisée.
Maîtrise des données dans le domaine des finances, objectif d'une session de formation à l'intention des auditeurs et inspecteurs des finances publiques. L'initiative est d'Afrobaromètre à travers son point focal StatVive International. Le but recherché est d'amener ces acteurs financiers à mieux analyser les données dans ce secteur stratégique. Reportage Moussa Kouyati. Ils sont inspecteurs et auditeurs des finances à suivre ces 2 jours de renforcement des capacités sur l'analyse des données, des outils indispensables pour les acteurs du pool économique. Pour les inspecteurs et auditeurs, les données Afrobaromètre constituent un éclairage complémentaire précieux. Elles permettent d'aller au-delà de la vérification des procédures et des résultats administratifs pour mieux comprendre l'impact réel des politiques publiques sur les citoyens. Les données sont le sang vital de la décision publique. Un pays qui ne maîtrise pas ces données dépend mécaniquement d'acteurs extérieurs pour diagnostiquer sa propre réalité, ce qui fragilise naturellement sa souveraineté décisionnelle. La maîtrise des politiques de développement dépend des données et Afrobaromètre se réjouit de ces 2 semaines de formation en Guinée. La volonté d'utiliser les données, que ce soit Afrobaromètre mais aussi d'autres, afin de détailler leur travail. Et là, le but, c'est vraiment de créer la capacité et de promouvoir une culture du travail qui est basée sur la donnée. Afrobaromètre est l'une des références majeures en matière de données d'opinion en Afrique. Grâce à ces enquêtes rigoureuses et comparables, il permet de mieux comprendre ce que les citoyens pensent réellement de la gouvernance, la gestion des affaires publiques, les services de base, les perceptions liées à la corruption ou à la participation citoyenne. Ces données constituent une source complémentaire importante à nos statistiques administratives et indicateurs économiques. Ici au Trésor et de la comptabilité publique, où la formation a eu lieu, les participants ont salué et apprécié la qualité des débats sur la maîtrise et l'analyse des données dans ce secteur stratégique de l'État. Dans le cadre de Conakry, ville créative de l'UNESCO, les éditions Harmattan en Guinée ont procédé à la présentation et à la double dédicace des nouveaux ouvrages de l'écrivain, diplomate et ancien ministre Lamine Kapi Camara. Une cérémonie qui a réuni de nombreuses personnalités du monde des lettres, de la diplomatie et de la culture venues saluer le parcours exceptionnel de cet homme des lettres. Reportage Mohamed Bangoura, Abdoulaye Diallo. Avec l'apparition de Paki, Samori et Koya Camara, de la légende à l'histoire et de les contes de Kapi où l'homme et les bêtes sauvages, Lamine Kapi Camara porte désormais à 10 le nombre d'ouvrages publiés au cours de sa carrière, confirmant ainsi sa place parmi les auteurs les plus prolifiques et les plus influents de la littérature guinéenne. À travers ses ouvrages, l'auteur propose un regard à la fois historique et culturel sur le patrimoine guinéen. Il est établi pour toujours que le ministre Lamine Kapi n'écrit plus pour les titres, ni pour les honneurs ou la gloire. Il écrit pour rappeler, pour servir, pour inspirer, pour transmettre. Paki Samori Camara, de la légende à l'histoire. Le titre explique un peu tout. Le deuxième livre, c'est les contes de Kapi. Il y a donc 5 contes qui sont racontés et qui sont sur base culturelle et qui reprennent les mots de la société. Donc cela aussi, c'est pour que cet héritage que nous ont légué nos aïeux ne disparaisse pas. Cette double dédicace s'inscrit également dans la dynamique de promotion du livre et de la lecture portée par Conakry, ville créative de l'UNESCO. Les contes, vous savez, dans notre tradition, c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup de leçons de morale, de différencier le bien du mal. Donc lorsqu'il nous propose un texte comme ça, qu'on sait qu'il peut aider les jeunes de Guinée, les enfants de Guinée, on ne peut qu'accepter. À l'âge de 86 ans, il continue encore d'écrire, ce qui signifie pour nous que en matière de livre, en matière d'écrivain, il n'y a pas de retraite. Présents à cette cérémonie, plusieurs écrivains, universitaires, diplomates et anciens étudiants de Lamine Camara ont rendu un vibrant hommage à son parcours,
À travers cette publication, Lamine Kapi Camara ambitionne de faire rayonner son œuvre au-delà des frontières nationales en s'adressant au public africain et plus largement aux lecteurs du monde entier. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.